Merci, Vincent. Gardez en tête aussi que la présentation vous sera envoyée par la suite et que l'enregistrement le sera aussi. Alors, l'ordre du jour aujourd'hui, on va se présenter très rapidement. On va parler ensuite des contextes, tendances de marché de façon plus générale. Ensuite, on va vraiment plonger dans les TI, donc les objectifs, les investissements en technologie pour 2024 avec les résultats qu'on a pu lire dans les diverses études. Notre lecture de la situation de Vincent et moi, bien entendu, puis vous laisser aussi sur des prochaines étapes les questions que vous devriez vous demander là, à la suite de ce webinaire-là pour est-ce qu'on investit au bon endroit, est-ce qu'on pense atteindre les bons objectifs. Donc, juste vous donner quelques pistes de réflexion. J'ai la chance aujourd'hui d'animer avec notre président et chef de la direction chez Logian et guide spirituel, Vincent. Ben, je peux te laisser te présenter. Hein? Bonjour tout le monde. Vincent Gotchard, président de la direction et chef de la direction, pardon, de Logian. Très heureux d'être ici avec vous. C'est un sujet sur lequel on échange beaucoup, Arnaud et moi, puis on aimerait ça, dans le fond, vous partager un peu ce qu'on a sort de plusieurs heures de recherche qui ont été complétées par Arnaud notamment. Puis moi, je vais essayer de vous amener peut-être une perspective un peu plus locale du marché, voir ce que nous, on voit. Donc, c'est un peu l'approche qu'on va prendre aujourd'hui. Sinon, pour ma part, Arnaud Monpetit, vice-président à la stratégie chez Logian aussi. Sinon, j'enseigne au MBA pour cadre à l'Université de Sherbrooke, professeur de pratique à l'Université McGill et étudiant de troisième cycle. Alors, je me tiens occupé. On va commencer avec les contextes tendances de marché. Alors, je me tourne tout de suite vers toi, Vincent. Qu'est-ce qu'on voit pour 2024? Écoutez, si on avait une boule de cristal, on pourrait vous dire précisément ce qui va se passer. Par contre, je pense que ce que nous, on dénote des analyses qui sont sorties de plusieurs grands experts, évidemment, là, c'est pas nos opinions, mais évidemment des analyses ou des statistiques qui sortent de plusieurs boîtes. On voit notamment les headers ici qu'on vous a mis. C'est qu'on a traversé dans les dernières années, notamment les 4 dernières années, une période assez turbulente. Et aujourd'hui, on voit une certaine fin de cycle. Donc, un cycle économique qui a été challengé à plusieurs égards. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on sent cette fin-là approcher. Par contre, les opinions des analystes sont quand même assez polarisées. Donc, on voit des analystes qui sont très confiants sur une reprise plus rapide. On parle de fin Q1, début Q2 en 2024. Et certains autres, non, continuent à croire que le cycle d'une latence ou d'un ralentissement économique va perdurer encore en 2024. Donc, ce qu'on voit, c'est pour l'instant, une certaine stagnation. Et selon nous, ou je veux dire selon moi, je pense quand même qu'ici, sur une scène locale, on voit une certaine reprise, on le sent, on le voit, une stabilité des taux d'intérêt. On espère une baisse des taux d'intérêt qui va avoir un impact de dynamiser un peu la suite des choses. Donc, je pense que nous, on penche un petit peu plus du côté des optimistes par rapport à la relance économique pour quelque part en 2024. Maintenant, la question, c'est savoir quand. Le thème, si je résume tout ça, le thème qui est venu en tête là, de plusieurs analystes, c'est peut-être de se positionner comme un optimisme prudent. Donc, c'est des thèmes qui vont revenir dans la présentation, vous allez le voir. Donc, on sent cette vague d'optimisme-là, mais avec une certaine prudence quand même. D'un point de vue des économistes, on a vu plusieurs actions. On a vu notamment la Banque du Canada jouer un rôle comme on ne l'avait pas vu faire là, dans les dernières années, dans une économie qui allait assez bien. On entend peu parler de la Banque centrale. Ici, dans les derniers mois, tout le monde avait les yeux rivés sur qu'est-ce qui va se passer avec mon hypothèque, qu'est-ce qui va se passer avec mes prêts en entreprise. Je pense que la banque a joué un rôle intéressant. Il l'a bien fait. Certains pensaient à un ralentissement puis un cycle qui allait être beaucoup, beaucoup plus long. On voit déjà un contrôle au niveau de l'inflation. On veut ramener l'inflation aux alentours de 2 à 3 %. Donc, je pense qu'on réussit aujourd'hui à le maintenir, ce taux d'inflation-là, puis à retourner vers le cycle qu'on espérait, qui était pas celui qu'on vivait avant. Ça va être un cycle un peu plus, je veux dire, normal. Toutefois, il y a des impacts à tout ça. On le voit notamment au niveau du marché immobilier où on apprenait récemment que la population du Québec est rendue à 9 millions.
d'habitants, ce qui dit qu'il manque de loyers. C'est dans l'actualité beaucoup, il manque d'immobilier. Donc, c'est un défi. La valeur des propriétés va continuer à augmenter. Et en même temps, ben, les taux d'intérêt sont pas revenus à un niveau très bas encore. Donc, c'est un grand défi. D'un point de vue technologique, je vais peut-être ramener ça un petit peu plus à nous. Ici au Québec, on a quand même vu plus vers la fin de 2023 un ralentissement des dépenses des foyers. Donc, dans nos vies personnelles, ça finit par faire une boucle complète et avoir un impact aussi en entreprise. Donc, le ralentissement dans les investissements, je pense qu'en technologie, on l'a vu quand même assez tôt. On le sait que c'est là que beaucoup de grandes organisations et les plus petites investissent massivement. On parle de transformation numérique, mais on a vu ce ralentissement-là dans la dernière année. Pourquoi? Pas parce que les besoins quittent ou disparaissent, mais bien parce que les gros budgets étaient là et c'était peut-être plus facile de les mettre en pause. J'enchaîne rapidement avec un autre élément de l'environnement externe qu'on a remarqué, qui est l'environnement législatif. Il y en a toujours des poursuites, il y en a eu dans les 10 dernières années. Ce qui a été différent en 2023 en vue de 2024, c'est que les étaux se sont vraiment resserrés, surtout aux États-Unis, et on n'attaque pas juste là, des enjeux fiscaux là, de certaines grandes entreprises, on attaque leur modèle d'affaires proprement dit. Donc, c'est sûr qu'on a vu, par exemple, au Québec, bon, la loi 25, que la majorité d'entre vous ont dû se conformer, j'en doute pas. Il va en avoir d'autres lois 25, mais ce qu'on remarque vraiment, c'est, là, j'ai mis Meta ici et Amazon en exemple. Amazon se fait carrément attaquer sur son modèle d'affaires par la Fédération, le Trade Commission aux États-Unis. Et s'ils finissent par perdre, ce ne sera pas tout de suite. Ça va venir impacter la façon dont ils gèrent Amazon Prime et la façon dont ils gèrent la structure avec leurs vendeurs. Donc, ça pourrait avoir un impact majeur sur le commerce électronique de façon générale. Pour ceux qui ont ce modèle d'affaires-là dans leur organisation, on va voir une incidence. Et Meta, ben, on ne peut pas ne pas en parler. Là. Tout leur système publicitaire tourne autour d'une certaine forme d'addiction. On est très axé vers aller chercher l'attention de l'utilisateur. Puis nous, comme annonceurs, puis je suis certain que pour beaucoup d'entre vous, ça a été beaucoup d'investissements dans les dernières années comme système publicitaire. Ben, nous, on s'attaque directement à ça. Et il y a une poursuite monstre contre eux là, de 40 États américains aussi. Et finalement, on a vu l'Union européenne encadrer un cadre très strict par rapport à l'intelligence artificielle. Les États-Unis ont une approche plus faites-le, on va vous poursuivre après, puis les Européens sont un petit peu plus dans un mode on va l'encadrer dès le début. Ce qui a été dit par contre par les analystes, c'est que l'Union européenne vient de se sortir de la course pour l'IA, là, fait que ça va peut-être être ça l'incidence. Mais il n'en reste pas moins que le cadre législatif autour de tout ce qui est technologique se resserre beaucoup plus que ce qu'on a pu constater dans les dernières années, puis inévitablement, il faut en discuter. Maintenant, on couvre plus une perspective vraiment TI, là, le point de vue des entreprises. Alors, les organisations canadiennes ont été sondées à travers de nombreux sondages et on va voir ce que Vincent a dit tantôt, là, le optimisme prudent. On voit quand même de façon générale que les entreprises ont un gain d'optimisme au niveau de leur confiance sur la croissance qu'ils vont avoir pour l'organisation, mais aussi la croissance qu'on pourrait potentiellement avoir au Canada. Versus 2023, on était beaucoup plus pessimiste. Ensuite, on voit que les menaces externes sont toujours très présentes, mais on voit par contre que certains versus 2023, on a tendance à penser que c'est un petit peu moins présent. Donc, Vincent parlait de l'inflation tantôt. On voit aussi la volatilité économique. Il y a le risque de cybersécurité qui, de notre perspective, là, est encore, peut-être qu'on ne le voit pas assez comme une menace d'ailleurs, puis on reviendra tantôt. Donc, bref, Vincent, je ne sais pas si tu avais des éléments à rajouter sur ça. Oui, bien, absolument. Tu sais, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est peut-être d'attirer l'attention sur le fait que les deux premiers facteurs là, restent des facteurs ultimement économiques. Donc, qui dit cette incertitude-là ou cette crainte-là des dirigeants d'entreprise, moi, je vais vous inviter à le regarder peut-être sur l'impact que ça a sur votre organisation puis votre quotidien. Donc, c'est peut-être juste une invitation à dire, ben, il y a une latence dans le marché, on le sait, il y a de l'incertitude. Donc, comme organisation, qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Je pense que c'est le temps de se positionner en avance, préparer la relance, parce qu'on sait qu'il va en avoir une, on ne sait pas quand,
mais d'y être prêt et de prendre cette prudence-là et cette latence-là comme une opportunité plutôt que de juste la subir en quelque sorte. Fait que je pense que c'est intéressant pour les organisations. C'est peut-être un moment de répit où oui, on n'est pas dans une performance à toute vitesse. Par contre, prenons cette opportunité-là pour planifier la suite. On constate aussi, puis ça, c'est un chiffre qui augmente d'année en année. Là, on a ici les chiffres de 2022, 2023, et je vais être curieux de voir 2024, qu'on aura plus l'année prochaine, là, mais 45% des dirigeants croient que leur entreprise risque d'être moins viable d'ici une dizaine d'années s'ils ne se réinventent pas ou ne réinventent pas leur modèle d'affaires. C'est sûr que la trame de fond ici est inévitablement l'intelligence artificielle, mais il y a aussi d'autres facteurs qui viennent expliquer ça. Et on voit qu'il y a il y a un certain sentiment d'urgence ici, là, où on se dit même que une organisation sur deux a cette vision-là. Donc, inévitablement, il va falloir se transformer dans les prochaines années. Et ça peut passer par les TI ou ça passera en grande partie par les technologies. Ensuite, les entreprises comptent reprendre leurs investissements, ou du moins sont un petit peu plus optimistes qu'ils vont pouvoir faire des investissements en 2024 versus 2023, où carrément, là, on a vu des secteurs d'investissement là, quasiment arriver à zéro là, en disant on ne réinvestira pas là-dedans dans cette année. Fait notable ici, là, et on va y revenir, mais l'expérience client l'année passée était moins une priorité d'investissement pour les organisations, alors que cette année, c'est la première priorité. Et je brûle un punch pour tantôt, mais c'est aussi l'élément critique. L'objectif numéro un que les investissements en TI, c'est de regagner cette expérience client-là. Et il y a aussi talent et compétences, donc de réinvestir un petit peu plus dans les équipes et de voir comment les technologies peuvent les aider à travers ça. Et finalement, Gartner exprimait en fin d'année passée que les dépenses en TI devraient être augmentées d'environ 8% en 2024. Le chiffre a été revu à la baisse un petit peu en janvier. Ça démontre qu'il y a une certaine volatilité quand même. Puis on disait, là, on est optimiste, mais on reste prudent. Juste par contre, en comparatif, lorsqu'on regardait 2023, les investissements en TI ont augmenté en réalité d'à peu près 4%. Alors, on sent quand même qu'il y a un retour vers, OK, on n'a pas dépensé l'année passée, on va probablement dépenser un petit peu plus cette année et commencer à remettre en place des projets de TI. Vincent, je te laisse le micro. Oui, absolument. Avant de parler peut-être plus des tendances technologiques, je pense que pourquoi on insistait pour vous présenter quelques points et quelques statistiques au niveau économique, c'est que je pense qu'on n'aura jamais parlé autant d'économie que dans les derniers mois. On s'est tous improvisés économistes à nos heures. Par contre, les lectures qu'on a faites, puis les statistiques qui en sortent, comme on vous disait, sont assez divisées. On voit encore cette période se prolonger un petit peu. Donc, on a le goût d'être optimiste, on a le goût que ça reparte. Je pense qu'il y a un grand besoin que ça reparte également pour nos organisations. Comme je le disais tantôt, les projets, les besoins de transformation, notamment en transformation numérique, ne sont pas disparus. Je pense que beaucoup d'organisations les ont mis sur pause pour quelques mois. Mais je vous invite encore une fois à, si je peux résumer là, un petit peu la première section, à saisir cette opportunité-là, de bien planifier la suite, de valider vos besoins d'affaires, valider c'est quoi votre plan de match pour la relance, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que c'est priorisé, c'est quoi les investissements qu'on va devoir faire pour les supporter également, ces investissements-là. Merci Vincent. Alors, gardez en tête cette notion-là d'optimisme prudent, puis vous allez voir, ça teinte aussi le reste de notre présentation. On va passer maintenant vraiment aux priorités technologiques, la raison pour laquelle probablement vous êtes connectés aujourd'hui. Alors, on a posé la question en fait, un petit peu plus au-dessus de 200 CTO et CIO au pays. Dans quel créneau on devrait sentir des impacts avec les investissements qu'on fait en TI? Donc, en d'autres mots, si je mets $1 dans mon équipe de TI ou avec un consultant externe, je m'attends à avoir des résultats où. Et l'excellence de l'expérience client est arrivée au premier rang et de loin. Ensuite, on parle d'efficacité de capital humain et finalement conformité puis diminution des risques. Je vais commencer, en fait, ce qu'on a vu par rapport à 2022-2023, c'est qu'on est passé d'un
augmentation de revenus. Alors, la priorité dans les dernières années, 2022-2023, si on investissait en TI, on s'attendait à avoir plus de clients, plus de croissance, on s'attendait à avoir un plus gros top line. Alors que cette année, on sent, surtout avec les deux premiers points, l'excellence de l'expérience employée et l'efficacité du capital humain, on sent qu'une espèce de resserrement dans les acquis qu'on a déjà. Alors, si on investit de l'argent en TI, c'est pour, on dit en anglais lock-in, donc de capturer le client qu'on a déjà. Et c'est plus facile, on a cette règle d'or-là en marketing, que c'est plus facile de convaincre un client qui fait déjà affaire avec nous, de refaire affaire avec nous, que d'essayer d'en convaincre un nouveau. Ça semble être d'autant plus vrai quand la conjoncture économique n'est pas tout à fait au rendez-vous. Alors, on se concentre sur des investissements qui vont amener plus de bottom line, alors plus de profitabilité, de rentabilité que de croissance de top line. Le dernier point ici qui est pertinent, conformité et diminution des risques, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup avant. Là, ça monte d'année en année dans les sondages. Là, systématiquement, on le voit grossir, toute cette notion-là de cybersécurité. On a quelques chiffres pour vous qu'on va vous partager en quelques instants, mais c'est aussi une notion que l'investissement en cybersécurité, elle est là pour rester. Ce n'est pas un truc que vous pouvez faire une fois puis dire, ah, c'est fait, on passe à autre chose. Il y a de plus en plus de vulnérabilités dans tous les systèmes TI, dans beaucoup d'organisations, ce qui fait en sorte que ça devient un investissement qu'on doit faire d'une année à l'autre. Alors, je me permets de creuser un petit peu plus dans chacun de ces éléments-là avec vous. Alors, lorsqu'on parle d'expérience client et les questions ont été demandées à ces CIO, ces CTO-là, c'est quoi les principaux freins pour vous? Puis on revient toujours avec les technologies en place et les silos entre départements. On réalise que pour faire une bonne expérience client, on a besoin d'avoir plusieurs départements qui travaillent ensemble et on réalise que les technologies qui sont en place, les systèmes legacy ne se parlent pas entre eux, donc on n'a pas la bonne donnée au bon moment, on n'est pas en mesure de bien connaître notre client, alors on veut travailler autour de ça. Ça a amené la naissance de nouveaux concepts qu'on n'entendait pas plus ou moins parler avant. Puis des fois, c'est des buzzwords, peut-être que ça va évoluer, mais on trouvait ça quand même intéressant. La notion de total experience et la notion des plateformes de développement multi-expérience, façon de dire que si l'employé et le client ont une meilleure relation et si les touch points sont un petit peu plus évidentes les deux, que les données sont un petit peu plus fluides, qu'on a un employé qui est plus heureux, ça va mener à un client qui est plus heureux. Alors, d'avoir une vue, quand on parle de total experience, c'est vraiment d'avoir le customer experience d'un côté, mais l'employee experience de l'autre aussi. Et on sent que dans les investissements, il y a beaucoup de transitions en ce moment de systèmes legacy, donc des vieux systèmes qu'on a dans l'organisation depuis 15-20 ans. On est en train de shifter vers des CRM qui sont souvent plus low-code, no-code. Alors, on voit ça aussi. Vincent, je sais que tu avais quelques commentaires à ajouter sur Oui, cette notion ouais, d'expérience absolument. client. Mais je pense qu'elle est vraiment intéressante, cette notion-là. D'un, merci Arnaud. Là, je pense qu'on ne peut pas parler de tendance technologique sans placer quelques buzzwords à gauche ou à droite. Fait on espère que vous pourrez les réutiliser. Non, plus sérieusement, je pense que la notion d'expérience est extrêmement intéressante parce que euh, surtout dans une économie qui est au ralenti. Donc, on le disait tantôt, le dollar de vente le plus, je veux dire, facile, bien qu'il n'y a rien de facile d'en faire de la vente dans nos organisations, mais je pense que celui qui est facilement atteignable, c'est le dollar qui est auprès de nos clients actuels. Donc, si on est pour en faire moins, ayons la logique et la réflexion de le faire mieux. Je pense que la notion d'expérience client rentre un peu dans cette logique-là. Puis, quand on offre une expérience qui se démarque, les clients restent. T'sais. Puis, dans nos vies personnelles, pas juste en entreprise, mais dans nos vies personnelles, on cherche également à vivre des expériences qui sont agréables, qui sont différentes. Donc, ça, je pense que ça se traduit également même dans le B2B, dans les modèles d'affaires qui sont B2B. Et quand on va interagir avec des compagnies, cette notion d'expérience-là va nous rester en tête. Ça se calque même, on parle ici d'expérience client, mais chez Logian, nos ressources humaines, c'est devenu, on l'a renommé expérience employée il y a longtemps. Le but, c'était de dire justement, c'est quoi l'expérience qu'on offre à notre monde pour que ils vivent de quoi d'intéressant puis qui se démarquent aussi. Fait que, utilisons-le comme élément différenciateur. Puis l'autre chose aussi, ça peut paraître simple, mais c'est de connaître vos clients, pour leur offrir une bonne expérience
Mais il faut les connaître, il faut avoir de la bonne donnée, il faut être capable de capturer cette information-là d'une bonne façon, puis d'utiliser l'information pour justement leur offrir une expérience qui est plus personnalisée, plus raffinée. Merci Vincent. On va passer au deuxième point qui était l'efficacité du capital humain. Bon, c'est sûr que si on demande à des dirigeants, est-ce que vous pensez qu'il y a du temps perdu dans l'organisation, ils vont dire oui. Là. Alors, on estime qu'environ 40 du temps qui est consacré à des tâches quotidiennes un petit peu plus administratives sont une perte de temps qui amène une grande inefficacité au sein de l'organisation. Alors, c'est sûr que les objectifs d'investissement en TI à ce moment-là, c'est de voir comment on peut augmenter l'efficacité de l'interaction entre un employé et son environnement technologique. Alors, à chaque fois que, puis vous allez certainement vous reconnaître, on cherche un fichier dans SharePoint ou dans Google Drive et autres outils qu'on pourrait potentiellement avoir, puis on ne le trouve pas, on est obligé d'aller solliciter quelqu'un, mais tout ça, a priori, on met beaucoup d'espoir que l'intelligence artificielle qu'on va intégrer dans nos outils qui existent déjà vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite là-dedans. La recherche par mots-clés, et tu as déjà consulté ce document-là, bref, d'avoir beaucoup plus d'efficacité qui vont se créer entre la technologie et l'employé. Et on voit aussi des nouveaux concepts naître. Ici encore, une fois, le HR Virtual Assistant. Alors, il y a beaucoup de questions en ce moment qui sont des questions qui sont très, comment dire, dont De base, peut-être un de peu plus. base, commune, que beaucoup d'employés peuvent se poser. Et au lieu de toujours se tourner vers les RH, par exemple, ou d'avoir une interaction humaine pour ces informations-là qui sont déjà présentes dans les systèmes et qu'on a déjà accès, ben, il y a cette notion-là d'un HR Virtual Assistant et ça fait partie de toute cette vague-là d'intelligence artificielle qu'on voit. Vincent? Oui, ben parlant d'intelligence artificielle, parce que je pense que évidemment que c'est une des grandes tendances qu'on voit, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir l'intelligence artificielle comme une piste d'efficacité. On en parle beaucoup comme une menace, comme je voyais SAP ce matin en Europe qui annonçait qu'ils veulent couper ou supprimer 8000 postes pour les remplacer par de l'efficacité qui va être générée de l'intelligence artificielle générative. Donc, tu sais, oui, il y a un impact sur l'emploi. On va voir comment ça progresse, mais en même temps, si on revient à la base de tout ça, je pense que comme tu l'illustrais dans ton exemple par rapport au Virtual Assistant, la notion d'avoir accès à de l'information pertinente rapidement, l'intelligence artificielle va permettre ça de plus en plus en entreprise. Tu sais. Donc, c'est l'accès à l'information. Puis une des choses qu'on voit beaucoup, nous, en tout cas, dans les projets qu'on développe, c'est pas nécessairement de venir écrire des algorithmes d'intelligence artificielle, mais c'est beaucoup de la connexion, d'intégrer des outils d'IA. On va en reparler un peu, mais c'est beaucoup de connecteurs entre deux plateformes, c'est beaucoup des formulaires qu'on vient automatiser, donc de limiter dans le fond, les interventions plus manuelles, humaines, qui sont répétitives et qui n'ajoutent pas de valeur. Évidemment, c'est assez standard ce que je vous dis. Mais pensez-y dans votre architecture, dans vos systèmes, dans vos outils de travail, comment on peut éviter ces tâches-là, peut-être les remplacer par de la technologie ou d'IA, oui, jusqu'à un certain point. Le troisième point concernant la sécurité et la conformité, je pense qu'il y a une statistique ici qui est assez éloquente, qui va parler à beaucoup de gens, là, mais 45 des organisations ont été victimes d'une attaque sur leur chaîne d'approvisionnement d'ici 2025. C'est énorme, près d'une entreprise sur deux. Sachez que c'est des chiffres qui sont très difficiles à aller chercher parce qu'on ne se vante pas du fait qu'on a été attaqué et qu'on a été mis KO pendant 3 semaines, à moins que ça sorte dans les médias et que vous soyez une plus grande organisation. C'est le genre de truc qu'on garde pour nous. Alors, ça reste que ça affecte beaucoup d'organisations. Ça va en affecter plus dans le futur aussi. Et on a vu en 2023 qu'il n'y a pas juste les grandes organisations qui sont visées, là, même qu'il y a des hackers qui sont allés jusqu'à rentrer dans le système d'un petit restaurant. Donc, bref, je pense que c'est plus une preuve qu'ils essaient de se faire à eux-mêmes, mais ça fait mal aux organisations à qui ça arrive. Et on réalise que tous les systèmes legacy, là, les systèmes héritage qui sont en place dans les organisations depuis 15, 20, 25 ans, qui n'ont pas énormément évolué,
c'est la cible préférée des cybercriminels. Souvent, c'est on-premise, donc c'est dans votre organisation. Alors, ça fait extrêmement mal qu'on perd accès à un serveur qui contient toutes nos informations, qu'on peut pas nécessairement, qu'on ne retrouve pas dans le cloud. Alors, c'est sûr que c'est des systèmes qui vont être un petit peu plus attaqués. Et finalement, l'IA, on parle de ça comme quelque chose qui peut être bon pour l'organisation. Sachez que les cybercriminels vont l'utiliser aussi. Donc, inévitablement, il va falloir se protéger contre des attaques qui vont être de plus en plus sophistiquées. Et par le fait même, donc, devoir se conformer à des lois qui vont être de plus en plus poussées en lien avec ça. Là. Vincent? Absolument. Ça évolue beaucoup parce que, tu sais, je pense qu'on parlait de la cybersécurité, de la sécurité en général il y a quelques temps. Personnellement, comme président, je voyais les investissements, tout ce qui était la notion de sécurité comme un coût, une dépense, puis malheureusement, il fallait investir là. Maintenant, c'est devenu un cost of doing business, on n'a pas le choix. Nos assurances coûtent plus cher, les logiciels, les différentes façons de se protéger. Donc, nous, ce qu'on a fait, puis là, j'en profite pour peut-être partager une expérience un petit peu plus personnelle, mais ici, chez Logian, on a décidé d'essayer de changer notre mindset par rapport à la sécurité et de le voir comme un investissement. Ultimement, il y a une notion entre un coût, une dépense qu'on est obligé de faire, puis l'investissement en s'attendant à un retour. L'opportunité qu'on a vue, c'est nous, on a obtenu notre accréditation SOC 2, type 1 pour l'instant, on est en train de faire notre type 2. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on est obligé de faire une mise à niveau, quelque sorte. Il y a quelqu'un de l'externe qui vient nous auditer, puis on s'assure qu'on a plus de documentation, plus de standardisation dans nos façons de faire. Donc, en quelque sorte, une mise à niveau, puis je pense qu'on voit un retour sur investissement qui va être mesurable dans la facilité d'onboarder des nouveaux employés, dans la facilité d'expliquer nos façons de faire à nos collègues, d'en donner de la visibilité plus facilement quand on va chercher de l'information. Donc, tout ça pour dire que, on le veuille ou non, la sécurité va rester une préoccupation qui est en forte croissance, je pense, pour nos organisations. On parle d'attaque, on parle pas à 45 là, on peut clairement affirmer que c'est pas si on se fait attaquer, mais c'est plutôt quand. Donc, soyons prêts, puis utilisons cet exercice-là comme une mise à niveau dans nos organisations. Alors, ce qu'on vient de couvrir, c'était la question qui avait été posée, c'est les investissements en TI d'avoir des impacts où? Alors, on retient l'expérience client, on retient l'efficacité, puis on retient la sécurité. Maintenant, on a demandé concrètement ces investissements-là vont aller où? Puis est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a un shift dans vos investissements en TI? Sans grande surprise, cybersécurité, sécurité de l'information va être la priorité numéro 1 en termes d'investissement pour 2024. Ensuite, intelligence d'affaires et analyse de données. On parlait d'expérience client. Alors, c'est sûr que tout ce qui touche le BI va avoir une incidence directe sur votre capacité à bien servir votre client, puis même mieux le comprendre à des moments névralgiques dans le parcours client pour votre organisation. Et finalement, le troisième point on voit de plus en plus, modernisation des applications qui touche l'aspect d'efficacité surtout, mais qui touche tous les aspects de l'organisation. Alors, on a des vieux systèmes qu'on veut remplacer avec des nouveaux systèmes. On le voit beaucoup pour de l'implantation de CRM, comme je disais plus tôt, et de l'implantation d'ERP. Et finalement, c'est où qu'on va diminuer les investissements. Sans grande surprise, puis ça va avec la modernisation d'applications, les infrastructures existantes, les technologies de centres de données internes, il y a des désinvestissements là-dedans, on s'en va de plus en plus vers le cloud et tout ce qui est objet connecté et connectivité aussi, qui étaient des investissements qui ont été faits pour la majorité des organisations un petit peu plus tôt. Alors, c'est normal qu'on voit des désinvestissements là-dedans aujourd'hui. Oui, absolument. Puis Oui. je pense qu'Arnaud, il y a de quoi d'intéressant moi, un des points qui m'a marqué, c'est le fort pourcentage dans la modernisation des applications. C'est quand même intéressant parce que quand on le regarde sur les 20 à 30 dernières années, beaucoup de logiciels ont pris de la place dans nos organisations pour automatiser des processus. On a implanté des ERP, des CRM, plein de modules, beaucoup de custom à l'origine, plus de plateformes récemment. Mais on est déjà en train de se dire que ce cycle-là arrive à sa fin, puis qu'on modernise ou on réécrit certaines applications, qu'on les change.
Puis, je pense que ce cycle-là va être encore plus rapide. C'est-à-dire que nos habitudes de consommation, l'innovation qui pousse, il va y avoir des nouveaux logiciels, il va y avoir une nouvelle façon de faire, il va y avoir l'IA qui va rentrer dans du software. Donc, pensons pas que le système qu'on est en train de mettre en place va être bon pour 20 ans encore si on y touche pas. Je pense qu'il y a de l'amélioration continue à faire sur nos plateformes. Puis, ça me fait aussi réfléchir à comment, tu sais, qu'est-ce que je vois comme architecture dans nos solutions chez Logien, entre autres, là. Quand on développe, on voit beaucoup d'intégration maintenant de best of breed, beaucoup plus de plateformes connectées. C'est plus une solution qu'on met en place qui couvre tout. Pourquoi on fait ça? Je pense que un des intérêts, c'est qu'on est capable de retirer une composante, peut-être d'une architecture plus facilement la remplacer. Il n'y a pas besoin de tout changer. S'il y a de l'innovation qui se passe du côté de la chaîne d'approvisionnement, par exemple, puis on veut la faire évoluer plus rapidement, ben, pas besoin de tout refaire. Fait que, je pense qu'il y a un volet au niveau de la modernisation des applications qui est ultra intéressant là, à regarder en tête, puis voir l'évolution dans les prochaines années de comment on va moderniser encore plus et plus rapidement les mêmes applications qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Ensuite, on a posé la question quelles vont être les technologies fortes d'ici le 2026. Alors, on se donnait une perspective là, quand on posait la question en 2023 jusqu'à 2026 sur 3 ans. Sans grande surprise, sans roulement de tambour, l'intelligence artificielle est la technologie qui va être le plus implantée, ou du moins que les CTO, CIO espèrent le plus implanter d'ici 2026. Par contre, j'amène votre attention sur d'autres éléments qui sont quand même pertinents. Tout l'aspect de cloud distribué. Les organisations veulent bâtir un petit peu plus de résilience et ça passe beaucoup par des systèmes cloud un petit peu plus, je veux dire, puissants, mais aussi un petit peu mieux répartis. Alors, s'il y a un data center qui tombe, ben, notre donnée est quand même à l'abri ailleurs. Donc, toute cette notion-là de distributed cloud en anglais. Et finalement, on voit l'implantation de plateformes low-code, no-code. Vincent vient juste de le dire, on passe de custom à des monolithes, des grosses architectures, à des choses un petit peu plus lean et un petit peu mieux compartimentées. Alors, ça va passer par l'implantation de ce type de plateforme-là. Et finalement, on en a parlé un petit peu plus tôt, les développements de plateformes multi-expériences pour faciliter la communication et la connexion entre les employés et leurs clients. On pourrait, tu sais, rapidement, là, un petit mot sur l'IA générative. On a creusé un petit peu plus de savoir qu'est-ce qui vont être les freins. Oui, c'est beau de dire qu'on veut le faire d'ici 2026, mais c'est quoi la réalité aujourd'hui, malgré tout le hype qu'il peut y avoir autour de ça? Ce qu'on entend au niveau des freins, c'est que les talents sont rares, puis on irait même jusqu'à dire extrêmement rares. Les priorités d'investissement sont floues pour des exécutifs qui ne sont peut-être pas aussi bien conseillés qu'ils aimeraient l'être. Et on a beaucoup de craintes, puis ça va sûrement être un des grands freins. Comment, puis dans toute cette lignée-là de cybersécurité, comment on s'assure qu'on a un contrôle sur nos données puis qu'on l'utilise de façon responsable? Alors, 70% des entreprises qui ont été sondées disaient qu'ils ont des projets pilotes pour le moment, puis c'est à des portées très limitées. Alors, quelques licences, par exemple, de Copilot ou autres. Et la grande question qui se pose, c'est, en date d'aujourd'hui, c'est beau parler d'IA, mais j'ai déjà des systèmes en place. Comment ça s'intègre dans mes systèmes et dans mes processus qui existent déjà? Ça, c'est une question auquel ils ont besoin de répondre aussi. Vincent, rapidement. Oui, absolument. Là-dessus, je pense que, tu sais, on s'attend pas en fait, on s'attend quand même à des grands changements puis de l'innovation accélérée dans les 3 à 5 prochaines années côté IA. Ça va excessivement rapidement. Par contre, tu sais, comme CEO d'organisation, il y a à la fois une excitation puis une peur avec l'IA. Tu sais, on ne sait pas trop comment l'essayer, l'adopter. Je pense que la donnée est intéressante par rapport à 70% des entreprises. On fait partie des entreprises-là également qui laissaient sous forme de projet pilote, proof of concept. On essaie des petits trucs. On a acheté quelques licences. Tu nommais Copilot. Il existe d'autres outils, d'autres modules, mais je pense que c'est intéressant de voir comment on peut l'intégrer en ajout à notre écosystème actuel et pas complètement changer. C'est pas besoin d'être des grands investissements encore. Ça peut être que des petites preuves de concept. Fait que je pense que c'est intéressant de commencer à regarder qu'est-ce qui s'offre à nous. Puis je vois un grand changement aussi dans les boîtes de conseils en technologie, comme la nôtre,
qui vont devenir des facilitateurs pour cette adoption-là de petits modules ou de connecteurs ou de composantes IA qu'on peut intégrer à notre écosystème. Très rapidement, un mot sur le low-code, no-code. On a déjà fait un webinaire là-dessus. On ne va pas le couvrir de long en large, mais en somme, c'est des solutions qui peuvent être intégrées dans votre organisation avec très peu de programmation. Ça insinue quand même que vous devez souvent adapter votre entreprise au logiciel au lieu d'adapter le logiciel à votre entreprise. Alors, il y a quand même un changement de paradigme, un changement de mentalité. Par contre, la majorité des CIO qui ont été sondés disent que le low-code va définitivement accroître leur efficacité. Ils ont déjà commencé à en implanter, puis on va en voir de plus en plus. Et on estime que d'ici 2025, là, la forte majorité des applications vont être dans une optique low-code, no-code. Alors, versus du high-code qu'on voyait plus avant, comme Vincent le disait tantôt, on programme à peu près tout autour de nos besoins à nous. Ça, on va en voir de moins en moins. Puis là, c'est assez exponentiel comme courbe d'adoption à l'heure actuelle. Absolument. C'est peut-être juste, je peux me permettre, c'est l'évolution du développement sur mesure, je pense, le low-code, no-code, il y a une suite intéressante. On parlait d'investissement en efficacité. Je pense que ça en est une piste d'investissement en efficacité. On voit des solutions qui peuvent coûter, pas pour tout, mais qui peuvent coûter moins cher dans certains cas. Il y a une sorte de standardisation dans les approches de développement. C'est plus facile à intégrer aussi au reste de l'écosystème. Puis les coûts de maintenance vont probablement être plus bas pour certaines solutions. Donc, il y a de quoi d'intéressant à considérer dans le développement de nouvelles solutions technologiques. Si je vais, peut-être juste pour continuer en résumé, nos conseils pour l'année à venir. On a fait ça vite, on a essayé de vous amener dans un grand résumé de ce que nous, on a trouvé dans nos lectures. Donc, ultimement, j'essaie de résumer en 5 points. Faire preuve d'optimisme prudent, je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de bien planifier la suite. Monter vos besoins d'affaires, les cahiers de charges, c'est un bon moment. Si vous voulez être prêt quand la relance va partir, que vos budgets vont augmenter, bien, vous allez être prêt pour partir à temps. La dernière chose qu'on veut comme organisation, c'est d'être en retard. Donc, je pense que c'est une période où il y a une belle opportunité pour le faire. On parlait d'expérience numérique, expérience client, je veux dire, qui se décline en expérience numérique et même maintenant en total experience pour utiliser notre buzzword. Voyez comment vous offrez une expérience qui est distinctive, qui est personnalisée. Je pense qu'il y a des investissements qui sont hyper intéressants là. C'est des investissements qui vont hausser votre rentabilité auprès de ces mêmes clients-là. On parlait de sécurité. Voyez-le comme un investissement également, une bonne façon de standardiser des choses à l'interne puis de se mettre à niveau. On vient tout juste de vous parler de low-code, no-code. Je pense qu'ici, il y a une notion de moderniser vos propres apps, vos propres logiciels pour s'assurer qu'on n'est pas en train de créer une dette technologique non plus dans vos organisations et adopter l'IA petit à petit sous forme de preuves de concept et d'intégration à votre existant. Pas de tout refaire, mais de commencer à l'essayer petit à petit. Merci Vincent. Puis juste pour vous laisser sur des prochaines étapes, en fait, la première, on a décidé de plus vous poser 4 questions que vous devriez vous poser. La première, c'est est-ce que vous comprenez bien l'industrie, votre secteur, puis comment la technologie va changer votre industrie dans le futur. Alors ça, c'est la première question qui est, je pense, pertinente. Personne n'a de boule de cristal, mais au moins d'être vigilant là-dessus, puis déjà d'avoir des bonnes notes qui ont été prises par rapport à ça, puis un bon document qui vient l'expliquer pour être au courant de ce qui se passe est super pertinent. Ce n'est pas toutes les technologies qui sont bonnes pour votre industrie. Alors, c'est pour ça que cette veille-là vaut la peine de ne pas vous lancer dans quelque chose qui finalement, oups, c'était peut-être pas pour nous, c'est pas adapté à notre milieu. Alors, il y a cette réalité-là. Ce n'est pas toutes les industries qui avancent à la même vitesse. Ensuite, dans un deuxième temps, est-ce que votre portfolio de projets technologiques est cohérent. Alors j'aurais dû aller dans l'autre sens. Là, je reviens sur cette notion-là de portfolio. Est-ce que votre vision organisationnelle 3-5 ans
et vos objectifs sont clairs par rapport aux technologies? Ce serait la deuxième question. Par rapport à ça, vous n'avez pas besoin d'avoir une vision qui est purement technologique, juste de s'assurer d'avoir une vision organisationnelle dans 5 ans, on va être là. Et voici comment la technologie va impacter ou va avoir un rôle là-dedans. Ça va vous permettre de sortir des grands objectifs en lien avec ça. Et je reviens à cette notion-là de portfolio de projet qui est là et plus cohérente parce qu'on a nos objectifs technologiques. De voir s'il y a cet arrimage-là, puis surtout de le voir avec vos équipes de TI à l'interne, puis vos équipes qui sont en lien avec les technologies. Voici notre vision, voici nos objectifs. Est-ce qu'on est encore aligné? Ça, ce n'est pas un travail qu'on fait assez souvent. J'ai l'impression qu'on va le faire à chaque début d'année, mais ça vaut la peine maintenant au rythme où ça avance de le faire aux 6 mois, aux 3 mois, juste pour être certain qu'on a cette discussion-là en continu et qu'il y a aussi des changements d'objectifs, au moins que le projet, le portfolio de projet suive. Et finalement, est-ce que votre équipe exécutive et vous-même, vous percevez le portfolio de la même façon? Est-ce que vous percevez les projets de la même façon? C'est une discussion qui est super intéressante à avoir à l'interne. Vincent, un mot de la fin? Ben, merci. Je pense que c'est un condensé. On pourrait en parler pendant des heures. Sujet hyper intéressant qui nous stimule beaucoup, à moi et moi, à avoir des interactions, pas toujours d'accord sur la suite, mais l'avenir nous le dira. Donc, si ça vous tente de parler avec nous, d'échanger sur des sujets, n'hésitez pas. On est toujours preneurs. Si c'est des questions également, on peut les prendre. Mais un gros merci. Dans le document qui vous sera envoyé, tous les éléments bibliographiques vont être là aussi. Alors, toutes nos sources qui ont mené à ce document-là, vous pourrez les trouver dans notre document aussi. On peut peut-être prendre une question, mais on voulait finir à 1 heure par respect pour votre temps. On est timé. Il reste 1 minute. Si y a des questions, vous pouvez les inscrire dans le chat. Si jamais, offline aussi, vous avez des questions, n'hésitez pas là, à nous contacter. Vous avez le courriel d'Arnaud à l'écran. Sinon, sur LinkedIn, évidemment, c'est assez simple. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat. Ah, dans le chat ici, je vois. Non, juste un commentaire. Tant mieux si c'était pertinent. Merci. Ça marche. Alors, merci tout le monde d'avoir été là ce midi. Et comme Vincent disait, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. Vous allez recevoir un courriel avec la présentation sous peu. Merci beaucoup. Bonne fin de journée tout le monde.